Voilà internet, elles ont tout dit, qu'est-ce que vous voulez que je rajoute à ça? C'est bien le thème du jour, messieurs dames. Ils sont les voiles et à l'abordage de ce 77, moussaillon. Ah et évidemment, on a peu de représentation de certaines personnes et certains lieux dont je vais vous parler dans cette vidéo, donc quelques images ont été faites par IA. De toute façon, c'était soit ça, soit moi déguisé en pirate sur fond vert. Vraiment, soyez heureux. La mythique femme pirate du 18e, Mary Read, est célèbre parce qu'elle avait l'habitude de montrer ses attributs féminins à ses victimes, histoire de dire que c'était bien une femme qui leur offrait un ticket sans retour vers l'au-delà. Enfin, selon la légende. Ce personnage sulfureux s'était travesti en homme tout au long de sa carrière de bandit des mers, d'où le petit happening exhibitionniste. L'image stéréotypée du pirate aux tricornes, jambes de bois, perroquet sur l'épaule, à la gâchette facile, a été fortement popularisée par Disney et son film L'île au trésor, sorti en 1950. Il s'agit de l'adaptation de l'œuvre éponyme de Robert Louis Stevenson, une œuvre dont le thème a aussi inspiré la génialissime et très sous-cotée Planète au trésor. Les pirates ont porté le cache-œil, mais la raison avancée par les historiens n'a rien à voir avec ce qu'on croit. Il s'agissait pas pour eux de cacher l'absence d'un œil, ils permettaient d'habituer leur œil à l'obscurité. En cas de combat par exemple, ils pouvaient facilement passer du pont à la cale sans problème. Comme ça, aucun risque de se faire une fracture du maxillaire en se prenant un coin de porte. Avant de continuer, petit arrêt pour expliquer quelques termes. Corsaire, pirate, flibustier, boucanier, et finalement beaucoup de mots que l'on associe à l'univers de la piraterie, mais à distinguer les uns des autres. Un pirate, bon c'est simple, c'est un hors-la-loi qui pille et vole les bateaux. Tout ça dans une ambiance pas forcément hyper joyeuse. Le corsaire, pour caricaturer un peu, c'est plus ou moins pareil à un détail près, lui il a le droit de le faire. Vous comprendrez pourquoi. Le flibustier, ça peut désigner plein de choses, selon l'époque, la région du monde ou même votre nationalité. Pour faire très simple, on peut dire que c'est une sorte d'aventurier qui peut se mettre au service de quelqu'un, qui soit pirate, corsaire ou marchand. Le boucanier, c'est devenu par extension un pirate des Antilles, mais à l'origine, ça désignait un aventurier qui chassait le bœuf afin d'en fumer sa viande. N'imaginez pas les pirates comme des malotrus rustres, brutaux et sans gêne. La chasse-partie était une convention qui pouvait servir de code de conduite à certains pirates et corsaires. Autrement dit, c'était un code des pirates qui établissait plusieurs règles concernant le comportement, la vie à bord du bateau ou encore la répartition des biens. Et il n'y avait pas qu'une seule chasse-partie, chaque pirate était libre de créer la sienne. Par exemple, dans la seconde moitié du XVIIe siècle, le flibustier Henry Morgan a créé sa propre chasse-partie en vue d'attaquer la ville de Panama, réputée pour ses richesses. Il souhaitait une organisation claire concernant la distribution du butin. D'ailleurs, cette attaque est connue sous le nom de bataille de Mata Asnios. La ville a été mise à sac par les pirates, pillée pendant plusieurs semaines, puis détruite, si bien que les Espagnols ont décidé de construire une nouvelle capitale à quelques kilomètres de là, l'actuelle ville de Panama. Aujourd'hui, Panama Viejo est un quartier de la ville de Panama. On peut y trouver les vestiges de l'ancienne ville qui sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1997. Le métal est un genre musical présent au sein d'une vidéo sur les pirates. Et au sein de ce genre, il existe plein de sous-genres hyper cool et autant de dérivés. Parmi les plus fous, le kawaii metal, le viking metal et évidemment, vous vous en doutez, le pirate metal. Une esthétique qui s'inspire à fond de l'imagerie de la piraterie. Hailstorm est l'un des groupes les plus mythiques du milieu. L'île de la Tortue est une petite île au nord d'Haïti. Elle est connue pour avoir été un repère de la piraterie caribéenne. Mais cette île a accueilli une sorte d'association moins connue, les Frères de la Côte. On sait pas très bien comment elle a vu le jour et les sources sont plutôt rares. Cependant, on sait que la confrérie a regroupé des boucaniers, des flibustiers, des esclaves et des hommes qui cherchaient à fuir leur pays. Ils se sont organisés en une sorte de communauté qui obéissait à ses propres lois, aucun préjugé sur la nationalité, l'origine, la religion, interdiction de posséder une propriété, il n'y avait pas d'impôts, pas de sanctions tant que ça nuit pas à la communauté, et finalement une liberté individuelle presque totale. À son apogée, la confrérie se composait de plusieurs centaines de personnes. Les pirates existent encore aujourd'hui. Des histoires d'abordage, il y en a plein. L'une des plus connues est celle de la prise d'otage du Maersk, Alabama. En 2009, un porte-conteneur a été pris d'assaut par des pirates somaliens. Le capitaine, l'américain Richard Phillips, a été emmené par les pirates dans un canot de survie. La course-poursuite entre eux et les Navy Seals a duré 4 jours. L'histoire est absolument dingue, donc si vous voulez connaître son dénouement, je vous conseille le film avec Tom Hanks, mais surtout la vidéo de François Calvier qui parle du sujet. Vraiment, la zone autour de la Corne d'Afrique est un secteur plutôt dangereux pour les bateaux, mais pas que. Il existe une carte virtuelle qui
qui recense tous les actes de piraterie dans le monde en 2023. Ça concerne autant les tentatives d'attaque que les bateaux suspects, se détourner ou aborder. C'est hyper documenté, on connaît la date, l'heure, le lieu et un résumé vous raconte les faits. Si on est si bien renseigné sur les coutumes et les traditions des pirates, c'est en grande partie grâce à ces messieurs. Alexandre Olivier Exquemelin était un flibustier français du XVIIe siècle qui a écrit « Histoire des aventuriers qui se sont signalés dans les Indes ». Ce livre est devenu une référence et une mine d'informations concernant les pirates. Ses écrits ont été entre autres complétés par ceux de William Dampier, corsaire et boucanier anglais qui a eu un succès littéraire fou à l'époque. Il a notamment été l'un des premiers hommes à cartographier la Nouvelle-Hollande, aujourd'hui l'Australie. Les récits de ses voyages ont également été une source d'inspiration pour les auteurs des Voyages de Gulliver et de Robinson Crusoe. Charles Darwin lui-même cite ses observations dans son ouvrage Le Voyage du Beagle. Les pirates ont énormément influencé l'art, la culture, le cinéma et les jeux vidéo. Je peux évidemment pas vous parler de toutes les références qui existent parce que c'est juste impossible. J'ai donc fait un choix, celui de vous parler de Stede Bonnet, un pirate surnommé le Gentleman Pirate. Alors déjà, pourquoi Gentleman? Parce que c'était un homme de bonne famille, militaire à la retraite, qui avait une petite propriété à la Barbade. Et un jour, il a tout simplement décidé de s'enrôler dans la piraterie. Et il a tellement marqué l'histoire qu'on le retrouve donc dans Assassin's Creed 4 Black Flag, dans la série Our Flag Means Death, où il est le personnage principal, ou encore dans cette comédie musicale. Dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, les pirates reproduisent la scène d'une peinture mondialement connue, le radeau de la Méduse de Jéricho. C'est absolument génial. Et la référence est aussi présente dans une des BD de la série, Astérix Légionnaire. L'image du pirate qui porte une boucle d'oreille, réalité ou fiction? Eh ben, la question est pas à trancher. Il y a plein de théories à ce sujet. Certains pensent que ça n'existe pas, d'autres y croient, et là c'est un petit peu le bazar. La boucle d'oreille qui éviterait le mal de mer, qui permettrait d'avoir une bonne vue, comme moyen de paiement pour les funérailles du pirate si jamais il venait à mourir subitement, comme symbole de fiançailles avec la mer, ou signe de richesse. Bref, on peut rien affirmer, croyez ce qui semble le plus stylé à vos yeux. Chaque pirate devait avoir ses petites raisons personnelles d'en porter, ou non. Ça se trouve, ils en portaient pas. Vous vous êtes jamais demandé ce que ça donnait si on mettait Batman en plein âge d'or de la piraterie? Ouais, moi non plus, je me suis jamais demandé ça. Mais DC Comics a la réponse. En 94, ils ont sorti Batman Leathering. Tout comme le Batman de Gotham, il porte des petits leggings en cuir moulant et est accompagné de ses fidèles Alfredo et Robin, l'âme rouge. Et si Batman en pirate, ça vous paraît contre-intuitif, c'est parce qu'en réalité, il traque les pirates au nom de la couronne anglaise. Donc c'est pas vraiment un pirate, il en a juste l'air. Il affronte ainsi Felina, qu'on a retrouvé plus tard en Felindra sur le fort, et une sorte de Joker pirate avec un anneau dans le nez. Albator, corsaire de l'espace. On le connaît surtout en France grâce à la série diffusée dans les années 80. Pour les moins fans d'entre vous, sachez que son nom d'origine n'a absolument rien à voir, Captain Harlock. Alors pourquoi ce changement en France? Eh ben à cause de la sonorité trop proche avec Capitaine Haddock. Du coup on a changé en Albator. Et pourquoi Albator du coup? Du propre aveu du compositeur du générique, le nom vient d'un joueur de rugby, Jean-Claude Ballator, un ancien pilier de Toulon. L'une des plus anciennes traces de piraterie qu'on ait trouvées date de 1350, avant notre ère. C'est encore l'âge de bronze, c'est complètement fou. Grâce aux tablettes d'Amarna, écrites en akkadien, l'un des plus anciens systèmes d'écriture cunéiforme venus de Mésopotamie, les chercheurs ont découvert une correspondance diplomatique entre le pharaon Akhenaton et le roi d'Alachia, aujourd'hui Chypre. Le roi se défend d'être mêlé à des exactions commises par les Loukas, un peuple de Lycie en Turquie actuelle, agissant comme des pirates. Le Gasparia Pirate Festival est un énorme festival qui existe depuis 1904, qui dure de mi-janvier à début mars et qui se déroule dans la baie de Tampa en Floride. Le festival a été nommé en l'honneur de José Gaspar, un supposé marin espagnol qui serait devenu pirate. C'est un événement hyper important dans la région, défilé de milliers de pirates, parade de centaines de bateaux et invasion amicale de la ville dans le but de kidnapper le maire. Le groupe chargé du kidnapping possède même un site avec un compte à rebours qui indique leur prochaine invasion. Début des années 1700, Barbe Noire sème la terreur dans les eaux caribéennes. Presque 300 ans plus tard, son nom fait encore l'actualité. En 2022, les chercheurs ont pu confirmer avec certitude qu'après 27 ans de recherche, l'épave découverte au large de Beaufort, une ville qui a l'air de sentir très bon, est bien le Queen Anne's Revenge. Autrement dit, le bateau de Barbe Noire. Il l'avait volé en 1717, en avait fait le plus gros navire pirate de l'époque, avant de le couler, et volontairement ou pas, il y a encore débat, en 1718. La taille de l'épave, les artefacts comme une ancre ou des armes retrouvées concordent avec le célèbre navire. Et en parlant d'artefacts, au milieu des vestiges, dans la culasse d'une arme à feu, ils ont trouvé des fragments de pages d'un livre.
livre. Les morceaux étaient si petits que les chances de découvrir de quel livre ils provenaient étaient extrêmement minces. Mais grâce à la mention de Hilo, une ville au Pérou, on a pu déterminer que ces fragments appartenaient au livre Voyage dans la mer du Sud de l'explorateur Edward Cook, aussi connu comme le récit qui raconte le sauvetage d'Alexander Selkirk, le vrai Robinson Crusoe. Cette découverte a pu confirmer qu'il y avait bien des membres alphabétisés à bord du navire. Vraiment, je trouve ce fait incroyable. Un morceau de page de roman dans un canon resté 300 ans sous l'eau dans l'épave du bateau de Barbe Noire. Barry Clifford est sûrement le plus grand pirate buster des temps modernes. À l'aide de cartes, de sources historiques, de techniques d'archéologie sous-marine et surtout de beaucoup de détermination, cet explorateur a mis au jour une épave mythique, la Whydah Galley de Black Sam. Depuis les années 70, il cherche les bateaux les plus légendaires comme la Santa Maria de Colón qu'il a cru trouver à un court moment. Juste le temps que les experts démontent cette hypothèse. Mais keep going Barry, believe comme on dit. Je me moque mais la communauté scientifique lui doit quand même une fière chandelle. À force de débusquer des épaves un peu partout, il a trouvé de nombreux artefacts utiles à la recherche. Pendant la deuxième moitié du 19e siècle, ces rochers ont pris cher. Pioches, piolets, dynamite, tout ça pour une légende. Dans les années 1600, un pirate du nom de Thomas Ville se serait planqué dans une grotte de la forêt de Lynn avec son trésor. Sauf qu'en 1638, un énorme tremblement de terre terrasse la grotte qui s'effondre sur elle-même, emportant ce bon vieux Thomas. 250 ans plus tard, Hiram Barble a, en toute logique, essayé de trouver le trésor. Il croyait dur comme fer que le fantôme de Ville le guidait. Résultat, en 30 ans, il a jamais trouvé le trésor. Par contre, il a fait un sacré trou. Tout à l'heure, je vous expliquais qu'un corsaire, grosso modo, c'est un pirate qui a le droit de faire le pirate. Et pour ça, il faut qu'il obtienne un petit bout de papier qui l'autorise à piller en toute légitimité. C'est ce qu'on appelle la lettre de marque. Elle permettait à ces mercenaires marins d'attaquer tout bateau ennemi de la puissance qui les engage. Cette pratique a été complètement abolie en 1856 avec la déclaration de Paris. Quand on pense à pirates, en général, ça rime rarement avec démocratie. Pourtant, certains pirates au XVIIe siècle avaient à cœur de créer un système égalitaire en rupture avec la société traditionnelle. À bord, fini les rapports de domination, la monarchie, la noblesse. Les pillards des mers élisaient leur capitaine, qui pouvait révoquer à tout moment, avaient un conseil, en gros l'assemblée de l'équipage, qui avait plus de pouvoir que le capitaine. Sans parler du butin qui se répartissait équitablement. Bref, vu sous cet angle-là, ils ont pas l'air si terribles, ces pirates. En fait, les pirates, c'est un peu venez comme vous êtes. Peu importe votre provenance, vous serez traités de la même manière. Et ça inclut les esclaves et les gens de couleur. C'est plutôt avant-gardiste, mais je me dois de nuancer, il y a quand même des cas de revente de membres d'équipage noirs lors des captures par d'autres pirates. Mis à part ce point, cette diversité a permis que le nom de pirate d'origine africaine traverse l'histoire, comme Hendrik Quintor ou encore Black César. Et justement, arrêtons-nous sur Black César. C'est incontestablement une figure légendaire de la piraterie, et ça tombe bien parce que c'est qu'une légende. Selon les récits, il aurait été chef dans l'Ouest africain, puis esclave et finalement pirate, après le naufrage du bateau dans lequel il était transporté. Il aurait notamment été capitaine avant de rejoindre Barbe Noire en tant que lieutenant. Son trésor serait enterré sur Elliot Key. Et si je vous dis que c'est qu'une légende, c'est pour plusieurs raisons. On connaît pas son nom de naissance, on n'a pas de traces tangibles et archéologiques, et on trouve des mentions de lui à des périodes assez différentes, genre 1700 et 1800. Donc à part être un vampire, c'est probablement que plusieurs personnes ont été identifiées sous ce nom. Un autre gars qui porte le même nom, Jules César. Saviez-vous qu'il a été capturé par des pirates? Il avait 25 ans et il s'est retrouvé captif pendant une quarantaine de jours. L'histoire raconte que les pirates auraient demandé une rançon de 20 talents contre sa libération, c'était la monnaie à l'époque, ce à quoi César aurait répondu qu'il en méritait 50. Lorsqu'il a été libéré, Jules a retrouvé les pirates et les a éliminés. Unacceptable condition! Un des pirates les plus puissants qui ait jamais existé était une femme, Ching Shi. Elle a vécu entre le 18e et le 19e siècle, était donc pirate, mais aussi belle-sœur de pirate, à la tête de 2000 navires et a dirigé pas moins de 70 000 hommes. À titre de comparaison, lorsque Barbe Noire était aux commandes du Queen's Ains Revenge, il a dirigé un peu plus de 300 hommes. Voilà, on n'est pas sur la même échelle. C'est pas terrible. L'île malgache Sainte-Marie se trouve au nord-est du pays et cache une petite dinguerie, un cimetière de pirates. On y trouve une trentaine de pierres tombales. La légende dit que des trésors ont été cachés dans les environs, dont celui du corsaire écossais William Kidd, ce qui attire inévitablement des chercheurs de trésors. Ce qui peut peut-être expliquer la présence de ces hommes floutés, qui sont là peut-être incognito. En 1717, sombrait au large de Cape Cod le Whydah Galley, navire du célèbre Black Sam. De son vrai nom, Samuel Bellamy, il aurait été surnommé ainsi parce qu'il portait des perruques noires, alors que la mode était à la perruque blanche. Il était aussi connu comme le prince des pirates,
pirate ou le Robin des Bois des mers, car il était de bonne éducation, traitait équipage et prisonniers avec égard et avait en horreur les gens qui s'attaquaient aux pauvres. Bref, un bon samaritain qui a tout de même un petit palmarès d'abordage assez impressionnant, plus d'une cinquantaine. Le Whydah Gali a été découvert en 1984 à 4 mètres de profondeur, enfoui sous 2 mètres de sable. Et depuis, on ne cesse de faire remonter des objets de l'épave. 12 000 pièces d'or ont été découvertes pour l'instant, dont une qui s'est vendue aux enchères pour plus de 10 000 €. Mais ce ne serait qu'une infime part du butin. Black Sam aurait été en possession de plus de 4 tonnes d'or. Il y a de quoi se mettre à la plongée, messieurs dames. Mais plus que trouver le magot, ce que veulent les chercheurs, c'est retrouver le corps de Bellamy. En 2018, l'ADN d'un de ses descendants a été prélevé et depuis, on attend. Il y a bien eu quelques faux espoirs avec un fémur, puis la découverte de 6 squelettes, mais pour l'heure, rien ne confirme qu'on ait retrouvé le célèbre pirate. À suivre donc. Les pirates recevaient des compensations financières lorsqu'ils perdaient une partie de leur corps. Le code d'Henry Morgan était très clair à ce sujet. Si vous perdiez 2 yeux, vous aviez au choix 2000 piastres ou 20 esclaves. Et pour un seul œil, 100 piastres ou 1 esclave. Une main, 500 écus ou 6 esclaves. Et 2 jambes, 1500 écus ou 15 esclaves. Bienvenue à Port-Royal, la ville la plus riche et la plus méchante du monde. C'est un lieu mythique dans l'histoire de la piraterie qui se trouve en Jamaïque, au sud de la ville de Kingston. Le 7 juin 1692, les 2 tiers de la ville ont été engloutis par un tremblement de terre. En tout, c'est pas moins de 5000 personnes qui ont perdu la vie. Parmi les destructions matérielles, l'église s'est effondrée, les forts ont été submergés par les vagues et le cimetière de la ville a sombré. Et Henry Morgan, dont je vous ai parlé un peu plus tôt, y était vraisemblablement enterré. Pour info, le gars a été pirate, flibustier, égérie de Marc de Rome, boucanier, corsaire et gouverneur de la Jamaïque. Il a été fait chevalier par le gouvernement britannique et hop, propulsé à la tête de l'île. Vous vous rappelez de lui? C'est Sao Feng, un méchant dans Pirates des Caraïbes. Il a été inspiré de Cheng Po Tsai, grand pirate du 18e et 19e siècle. Je vous fais son histoire en rapide. Le gars a été kidnappé par un capitaine, a gravi les échelons, s'est fait adopter par son capitaine et sa femme, qui n'est autre que Ching Shi, a vu son père mourir, a épousé sa mère adoptive, je ferai pas de commentaire là-dessus, a pillé tout ce qui bouge avec elle, le tout en dirigeant une flotte de 20 000 hommes. Après tout ça, il raccroche et devient colonel maritime pour la dynastie Qing. Hop, passage de l'autre côté de la force. Il aurait laissé un trésor, pour changer, caché ici, sur l'île de Changchao. Si personne ne l'a trouvé, les opérateurs touristiques, eux, en ont fait leur butin. Selon la légende, Barbe Noire allumait des morceaux de chanvre dans ses cheveux, histoire d'être bien effrayant et badass quand il attaquait ses adversaires. Cette histoire de flamme, bien que fausse, met en valeur le fin stratège qu'aurait été Edward Teach. On pense qu'il était loin d'être le meurtrier sanguinaire qu'on nous a décrit, et justement, il aurait été surtout très fort pour créer une mise en scène déstabilisante qui lui évitait d'utiliser la violence outre mesure. Autre hypothèse de pourquoi il est si célèbre, sa pilosité. Il aurait été représenté pour la première fois dans le livre de Defoe sous des traits très inquiétants et poilus. Puis d'interprétation en interprétation, il est entré dans la postérité comme un pirate avec des flammes dans les cheveux et une longue barbe noire. Le Jolly Roger, représentation emblématique du pavillon pirate, serait d'origine française. On attribue sa création au pirate Emmanuel Wynne. Une tête de mort, 2 os et un sablier pour signifier à ses ennemis que leur temps était compté. Et y a pas à dire, son drapeau a inspiré beaucoup d'autres. Godstone est un village situé à une trentaine de kilomètres au sud de Londres. Dans le cimetière de l'église, on peut trouver une tombe de pirate. L'histoire raconte que c'est celle de John Trenchman, un homme qui, à l'âge de 12 ans, rejoint l'équipage d'Henry Morgan. 40 ans plus tard, il prend sa retraite de pirate et devient contrebandier. Au cours d'une embuscade, il se fait mortellement toucher, mais il parvient quand même à se rendre au pub The Fox and Hounds avant de rendre son dernier souffle. Vraisemblablement, tous les chemins mènent au Rhum. Dans Hook, ou La Revanche du Capitaine Crochet, réalisé par Spielberg, ce pirate, à gauche, c'est en fait l'actrice Glenn Close, connue entre autres pour son rôle de Cruella d'Enfer. Et ce couple qui s'envole grâce à la poussière de fée, c'est George Lucas, le réalisateur de la saga Star Wars, et Carrie Fisher, aka la princesse Leia. Ah, ce cri, ce serait pas ce bon vieux Capitaine Crochet? Si je vous disais que Capitaine Crochet et George Darling, le père de Wendy, sont une et même personne. Bon, j'extrapole un peu, mais à l'origine, dans la pièce de théâtre Le Petit Oiseau Blanc, adapté du livre de J.M. Barrie, le comédien qui joue Crochet joue aussi George. Dans le film de Disney, la tradition a été respectée, puisque c'est Hans Conried, en français Jean-Henri Chambois, qui ont prêté leur voix aux 2 personnages. Et maintenant qu'on le dit, ouais, les 2 persos se ressemblent pas mal.
Non. L'île d'Ocracoke se situe au large de la Caroline du Nord, et c'est ici que Barbe Noire a perdu la vie, lors de la bataille de Ocracoke, justement, en se battant contre le chasseur de pirates Robert Maynard. La tête du pirate a fini exposée sur la proue du bateau. Stop! Arrêt en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, messieurs, dames, il y avait des pirates, et pas n'importe lesquels. Les pirates Edelweiss étaient des jeunes qui avaient choisi d'envoyer paître le régime et de ne pas entrer dans les rangs de la jeunesse nationale socialiste. Ils vivaient selon leur propre code, en marge de la société, et étaient évidemment pas beaucoup aimés par des messieurs à moustache dont je ne prononcerai pas le nom pour des petits soucis de monétisation. Certaines branches du groupe ont activement résisté, notamment celle de Cologne qui a participé à une tentative d'attentat du centre de la Gestapo en 44. 13 d'entre eux ont fini sur la potence. Bref, des grands noms oubliés de la piraterie. Il y a quelques années, quand je voulais manger mes petites frites tranquilles au McDo, il y avait toujours ce type dans le coin qui me foutait les chocottes. Alors s'il vous plaît, est-ce qu'on peut tous s'accorder sur le fait que Ronald était vraiment ultra cringe? Moi j'aurais préféré tomber sur d'autres mascottes de l'enseigne. Tenez, par exemple, dans les années 70, les enfants avaient Captain Crook. Il est ultra cool avec son petit chapeau Napoléon, son perroquet et ses tentatives de vol du filet aux fiches. Bon, il aurait pu choisir de meilleurs burgers, c'est pas forcément le meilleur, mais après, bon, on peut pas tout avoir, messieurs, dames. Et en parlant de Ronald et compagnie, je suis tombé sur ça. Les aventures de Ronald McDonald, l'île de McTreasure, sorti en 1990. Un film de près de 25 minutes où Ronald atterrit dans le monde d'un pirate, Capitaine Smollett, et cherche un trésor enfoui avec ses copains. Pas sûr que je le mate celui-là. Probablement la mort la plus épique de ce 77, celle de William Fly, un pirate qui aurait aidé son propre bourreau à le pendre. Il a considéré que son travail était mal fait et a refait le nœud de la corde qui allait servir pour sa pendaison. Il a donc été pendu à Boston et son corps exposé pas très loin sur l'île Nixie's Mate, suspendu à un gibet pour montrer aux pirates qui passaient par là ce qui les attendait. Le 19 septembre dernier, c'était le Talk Like a Pirate Day. Comprenez, la journée internationale du parler pirate. C'est l'occasion de sortir vos meilleurs punchlines de pirates. Et pour ceux qui sont pas sûrs de comment faire, pas de panique, il y a des tutos sur internet. Je vous l'ai dit, les corsaires c'était des hommes à qui on donnait le droit de piller les navires appartenant au pays ennemi. Et ils participaient à ce qu'on appelait la course. Au nom de leur pays, pour mettre à mal le commerce maritime de leurs adversaires et favoriser le leur, les corsaires se livraient bataille. La course, à ne pas confondre avec le corso, qui était sensiblement la même chose à un détail près, la guerre navale était motivée par un but religieux. Chrétiens et musulmans s'affrontaient dans le bassin méditerranéen. Au début du XVIIIe siècle, sur l'île New Providence, dans l'archipel des Bahamas, s'est créée la République des pirates. Aussi connue sous le nom de République des corsaires, elle a duré un peu plus d'une dizaine d'années et aurait regroupé à son apogée jusqu'à 1000 pirates à Nassau, la capitale actuelle des Bahamas. C'était pas un état à proprement parler, il s'agissait plus d'une sorte de repère de pirates qui obéissait à ses propres règles. Elle a pris fin en 1718 avec l'arrivée du chasseur de pirates Woodes Rogers, qui a notamment ramené avec lui des pardons royaux pour tous les pirates qu'il souhaitait. Et parmi ceux qui ont accepté, il y avait Benjamin Hornigold, un homme à la vie bien remplie, corsaire anglais, puis pirate, mentor de Barbe Noire, figure notoire de la République des pirates, et membre du Flying Gang, dont je vous reparle plus tard. Hornigold a donc accepté le pardon royal et est devenu chasseur de pirates. Imaginez-vous, première moitié du XXe siècle, sur les côtes de la mer de Chine, une armée de 50 000 personnes, une flotte de 70 navires, le tout sous le commandement d'une seule personne, Wang Pei Mei. Cette femme pirate a été surnommée Two Guns, car elle faisait feu sur ses ennemis avec un pistolet dans chaque main. Ah ouais, elle était hyper badass, hein. Elle a même été mêlée aux intrigues et mouvements politiques des années 30 et 40 de la Chine. Elle a notamment œuvré contre les communistes aux côtés des nationalistes et a été liée à l'OSS. Après la prise de pouvoir communiste en 49, elle repasse du côté obscur de la piraterie. Au début du 19e siècle, le bateau Duc de Danzig disparaît mystérieusement. Et personne ne sait vraiment ce qui est arrivé au navire, hein. Coulé par la flotte britannique ou pris au piège par une tempête, on sait pas trop. On entend à nouveau parler de lui quelques années après dans un livre. L'auteur raconte qu'un marin lui a appris le sort du navire. Abandonné au milieu de l'océan, le pont recouvert de sang, les membres d'équipage atrocement mutilés. Cette histoire a donc fait entrer le duc de Danzig dans les légendes des bateaux fantômes. Le combo moine pirate. C'est improbable, hein, ça semble sorti d'un Marvel, et pourtant, Eustache, le moine noir, a bel et bien existé. Son histoire, entourée de mystères et de légendes, est complètement badass. Il serait sorti des ordres pour venger l'assassinat de son père, et à partir de là, il serait devenu magicien en Espagne, puis pirate sanguinaire redouté des îles anglo-normandes, jusqu'à la limite de la mer du Nord. En 1217, il perd la bataille de Sandwich, se fait quick
la tête et finit par se faire trimballer en Angleterre au bout d'une pique. Don Quichotte et les pirates. Vous voyez pas le rapport? Son auteur, Miguel Cervantes, s'est fait capturer par des pirates algériens en 1575 alors qu'il rentrait de Naples. Le gars n'est pas resté captif quelques jours, mais 5 ans. Il a tenté un nombre incalculable d'évasions, 4. Avant d'être libéré. Ah, il a essayé, nombreuses fois, 4. Cette expérience de prisonnier l'a beaucoup inspiré pour écrire ses œuvres. Finalement, est-ce qu'on dirait pas merci les pirates? S'il vous plaît. Oui? Pas content! Pas content! Ça, c'est les corsaires en 1713. Pas contents et au chômage. Après la signature de la paix d'Utrecht qui met fin à la guerre de succession d'Espagne, leurs services ne sont plus demandés. Grossière erreur de la part des gouvernements, la piraterie n'a fait qu'un bond. Parmi ces corsaires reconvertis en bandits des mers, on trouve ceux qui ont constitué The Flying Gang. Ça claque quand même comme nom. Hein. C'est un groupe de plusieurs équipages pirates, tous basés à Nassau, aka la République des pirates, dont je vous ai déjà parlé il y a quelques minutes. Ils doivent leur renom au pillage des navires venus récupérer l'or de la couronne espagnole, dont une partie a coulé avec la flotte des Indes, au large de la Floride. Vous pouvez vous prendre pour un pirate pour 25 €. À ce prix-là, vous partez pour une petite croisière sur un bateau pirate, avec escale sur la presqu'île aux Flamants Roses, de son vrai nom Ras Mal. Au programme, un déjeuner de qualité, de la pêche, des mecs qui montent sur des mâts et des musiques traditionnelles pirates. Puis, sur la presqu'île, il y a de l'eau turquoise, beaucoup de parasols, des fois des flamants roses et des algues. Cette croisière ne s'inspire pas de rien, enfin pas que du tourisme. Djerba était un refuge pour les pirates du 15e siècle. Laissez-moi vous conter la légende de la tigresse bretonne. Jeanne de Belleville était une baronne poitevine du 14e siècle qui serait devenue pirate pour venger la mort de son mari. Ce dernier a été accusé d'avoir trahi le roi de l'époque et condamné à mort. Son décès a provoqué la colère de Jeanne, qui serait donc devenue pirate afin d'attaquer les bateaux marchands français. La réalité est moins romanesque, Jeanne de Belleville a juste fui la France pour l'Angleterre. Cao Feng a déclenché la fureur de la censure chinoise qui a tout simplement décidé de striker des passages du film où le personnage apparaissait. Il trouvait que ce méchant humiliait et mettait à mal le peuple chinois. Les spectateurs se sont ensuite plaints qu'il manquait des bouts du film. Et tu m'étonnes, il est un petit peu essentiel à l'intrigue quand même ce monsieur. Après, sur un malentendu, ça peut peut-être donner un film puzzle, un petit peu à la Memento de Nolan quoi. Ceci est une déclaration importante du gouverneur Woodes Rogers, puisqu'elle proclame entre autres Jack Rackham, Anne Bonny, Mary Read, pirate. Et justement, Woodes Rogers, ça fait plusieurs fois que je le mentionne, il est donc temps de vous en parler. C'était un corsaire anglais qui a été le premier gouverneur royal des Bahamas et surtout, je le disais plus haut, un chasseur de pirates. Il a joué un rôle décisif dans leur disparition des Caraïbes et a grandement participé à la fin de l'âge d'or de la piraterie. Barberousse n'était pas une seule personne. Enfin, c'est un chouïa plus compliqué que ça. D'abord, il y a Oruç, un pirate venu de la Mytilène ottomane, actuelle Lesbos, en Grèce, qui était surnommé Père Oruç, Baba Oruç. Ce serait ensuite les Européens qui ont cru comprendre Barbarossa. Ça ressemble pas beaucoup, mais bon, c'était pas si stupide que ça quand on sait qu'Oruç avait une barbe rousse. Bon, jusque-là, ça a l'air plutôt simple. Attendez, je vous parle de son frère. Oui, parce que ce surnom a aussi été attribué à son frère, Kheyr el-Din. Du coup, techniquement, c'est plus les frères Barberousse que Barberousse tout court. Et après la mort d'Oruç, Kheyr el-Din a suppléé son frère et a pris la place de leader pirate pour finalement s'imposer en tant que Barberousse. Ils sont connus pour avoir été non seulement des corsaires à la botte de l'Empire ottoman, pour qui Kheyr el-Din a conquis Tunis et Alger, mais aussi pour avoir incarné des rôles politiques et administratifs. Kheyr el-Din est notamment devenu grand amiral, une position attribuée par Soliman le Magnifique. Quand j'étais plus jeune sur Gulli, il y avait ça, la famille pirate. Et ce que peu de gens savent, c'est qu'ils ont calé quelques vrais trucs sur les pirates. Par exemple, dans l'épisode 21, des lapins ravagent entièrement un bateau. C'est une ref à la croyance que les lapins, aussi mignons qu'ils soient, portent l'œil sur un bateau. En même temps, c'est un rongeur, ça bouffe tout ce qui est à bord, en particulier les cordages. Du coup, c'est un petit peu comme Voldemort. À bord, on prononce pas son nom. Olivier Levasseur était un pirate français du XVIIIe siècle. Il était connu sous le nom de la Buse, et même si son histoire est très peu documentée, il aurait inspiré l'un des pirates les plus importants de notre siècle, Goldie Roger, le roi des pirates qui possède le One Piece, le trésor légendaire que Luffy et sa bande cherchent sans relâche depuis plus de 1000 chapitres maintenant. Dans la première page du tome 1, alors que Goldie Roger s'apprête à se faire tuer, il prononce des paroles qui rappellent le comportement de la Buse avant sa propre exécution. Selon la légende, il aurait lancé un cryptogramme à la foule en prononçant des paroles semblables à « mon trésor ».
à qui saura le prendre. Et la Buse est surtout célèbre pour ça. Ce cryptogramme révélerait l'endroit exact où se trouve son supposé trésor. Entre ceux qui croient à cette histoire et ceux qui pensent qu'elle est fausse, on sait pas trop où se trouve la vérité, mais une chose est certaine, à ce jour, le message codé qu'on attribue aux pirates n'a toujours pas été déchiffré. Certains tentent de retrouver le trésor, mais bon, pour l'instant, le mystère reste entier. Le pirate piraté, ou le hacker hacké, c'est le titre qu'on aurait pu donner à cette histoire. En 2022, la Corée du Nord a connu des problèmes de réseau internet pendant près de 2 semaines. Après investigation, ils se sont rendus compte qu'ils étaient victimes d'un pirate informatique américain spécialiste en cybersécurité. L'individu avait été outré d'être une cible lors des tentatives de piratage du pays totalitaire et a décidé de se venger. L'arroseur arrosé, mon bon Kim. Direction le Texas, Iha. Plus précisément sur l'île de Galveston pour retrouver Louis-Michel Aury, un corsaire français du début 19e siècle qui a œuvré pour l'indépendance de plusieurs pays d'Amérique latine face à la couronne espagnole. Ah, il a la classe, Louis-Michel. Enfin, si on met en sourdine le fait qu'il a vendu des esclaves capturés pour financer sa lutte et amasser de la moula. Il avait fait de cette île son repère en 1816, et si on parle de couronne espagnole au Texas, c'est que oui, ce territoire était d'abord une colonie espagnole. Le musée maritime d'Åland, en Finlande, conserve un Jolly Roger. Il date du 19e siècle et a donc perdu sa couleur noire au fil du temps, mais il s'agit bien d'un pavillon pirate authentique récupéré sur la côte méditerranéenne d'Afrique du Nord. On peut en trouver un autre au musée national de la Royal Navy à Portsmouth, en Angleterre. Dans la catégorie pirate, j'appelle les hackers. Enfin, un hacker en particulier, Kevin Poulsen. Il est parvenu à pirater tout le système téléphonique des standards de stations de radio. Ah, ça va couper, chérie. Histoire de bloquer tous les appels sauf le sien. Comme ça, il a pu participer à tous les jeux et gagner une Porsche, des vacances, de la thune, une autre Porsche. Il a fait 5 ans de prison et à sa sortie, interdiction d'utiliser un ordinateur pendant 3 ans. Le mec a un peu vécu l'exécution de la menace préférée de nos parents quand on était ado. En 1981, un moine trappiste, entendez un moine qui brasse de la bière, bon c'est pas vraiment ça la définition mais c'est ce que j'en retiens. Et puis c'est ma chaîne de toute façon, je fais ce que je veux. Je disais, un prétendu moine trappiste du nom de Lawrence James Downey a détourné un avion. Il s'est aspergé d'essence en plein vol et a menacé d'allumer si l'avion n'allait pas jusqu'en Iran. Sauf que le Boeing 737 qui devait faire Dublin-Londres avait clairement pas assez de carburant pour cette nouvelle destination. Petite erreur de calcul, Laurence, là. Du coup, il se pose au Touquet pour se ravitailler, et là, le GIGN intervient, Laurence est arrêté, et aucun blessé n'est à déplorer. Il a été condamné en France pour piraterie aérienne. La raison de tout ce bordel, il exigeait que le pape Jean-Paul II révèle l'intégralité des secrets de Fatima, des révélations faites par une apparition de la Vierge en 1917, au Portugal. Le cauchemar de l'Empire espagnol au XVIe siècle, Jean Fleury. Il les a mis à sec. En 1522, il a volé une partie d'un trésor aztèque à un convoi chargé de le rapatrier en Espagne. Il a tellement vénère Charles Quint que ce dernier aurait lui-même signé l'ordre d'exécution de Jean après son arrestation. Il aurait ensuite envoyé ses hommes, histoire d'être sûr qu'il rendrait bien l'âme. C'était à Tolède en 1527. Jacques de Sort était un pirate et corsaire du XVIe siècle surnommé l'Ange Exterminateur. Ce surnom, il le doit à quelques-unes de ses actions les plus notoires, la prise de La Havane en 1555 où il a pillé la ville et détruit son port, et en 1570, la capture d'un navire qui se rendait au Brésil. À bord, il a tué une 40aine de missionnaires jésuites qui sont, par la suite, devenus les 40 martyrs du Brésil. Ils ont été béatifiés par le pape Pie IX en 1854. Le Bourg-et-Greg est un fleuve marocain qui passe entre les villes de Rabat et Salé, avant de se jeter dans l'Atlantique. Au XVIIe siècle, juste ici autour de son embouchure, s'est développée la République de Salé. Elle regroupait les villes de Rabat, Salé et Casbah, et formait une république maritime dissidente composée de corsaires. Cette société s'est développée grâce aux nombreux raids qu'elle organisait, parfois jusqu'en Islande. D'ailleurs, Robinson Crusoe lui-même se retrouve captif des corsaires de Salé lors de ses aventures. Ah, Libertalia, un royaume pirate démocratique, égalitaire, qui respecte les droits de l'homme, qui a une constitution, un conseil de sages, situé au nord de Madagascar, fondé par un Français. Bref, trop beau pour être vrai. Libertalia est en effet une utopie issue de l'histoire générale des plus fameux pirates. Un bouquin du XVIIIe siècle, écrit par Charles Johnson, qui n'est autre que Daniel Defoe, le mec qui a écrit Robinson Crusoe. Le mythe de Libertalia a permis aux Français de justifier la colonisation de Madagascar à la fin du XIXe siècle. Ils ont mis sur la table cette histoire de Français fondateurs d'une république, moyen de dire que finalement, coloniser un territoire historiquement républicain, c'était la suite logique des choses. Je ne peux pas vous parler de pirates, de corsaires, de flibustiers, etc., sans revenir sur cette punchline mythique du corsaire Robert Surcouf. Un Britannique lui aurait tenu à peu près ce langage. Vous, Français, vous vous battez pour de l'argent, et nous, Anglais, nous nous battons pour l'honneur. Ce à quoi il aurait répondu dans le plus grand des calmes, chacun se bat pour ce qui lui manque, mon frérot. Non, c'était un killer ce Robert, vraiment. Il existe un club
secret privé, la DCC, l'association des descendants de capitaines corsaires. Et comme son nom l'indique, pour être adhérent, faut avoir un ancêtre corsaire. En 2014, ils étaient quand même pas loin de 850. Leur siège social est à Saint-Malo, dans la Grand Porte. C'est assez stylé. De nos jours, il y a des groupes qui se revendiquent comme des pirates. C'est le cas de l'ONG Sea Shepherd, qui lutte pour la protection des espèces marines. Et quand ils disent pirates, ils disent pirates. D'après le fondateur, Paul Watson, ils auraient coulé à plusieurs reprises des bateaux de braconniers. Sur plein d'autres aspects, ils sont vraiment des héritiers du modèle pirate. Des rebelles en marge de la société qui s'opposent au pouvoir et au modèle en place. Ouais, c'est du déjà vu dans cette vidéo. Au départ, c'est leurs détracteurs qui les ont qualifiés de pirates. Mais la pique a dû leur plaire, car ils se sont appropriés le terme au point d'adopter un pavillon de Jolly Roger, avec évidemment des symboles et références dérivées, comme le bâton de berger, shepherd en anglais. Maintenant que vous savez tout ça sur les pirates, je vous propose de conclure cette vidéo en passant votre certificat de pirate. Ce n'est pas une blague, ça existe vraiment, et vous pouvez l'obtenir au MIT. Donc oui, ça suppose d'être inscrit au MIT. Au programme, tir au pistolet, tir à l'arc, escrime, voile. Mais attention, même si vous recevez votre certificat à la fin de votre formation, ça vous donne pas le droit de piller la maison de votre voisin, ou de vous mettre une murge à la taverne du coin pour autant. C'est juste pour s'amuser, mais sachez pour l'anecdote que Matt Damon est pirate honoraire depuis 2016. Ça vous ferait un pote de beuverie célèbre. Est-ce que maintenant, on n'a pas tous envie de se mettre sur le pont d'un bateau, de respirer l'air marin, de sillonner les mers? Je vous répondrai bien oui, en plus j'ai mon permis bateau, mais j'ai le mal de mer, donc sans moi. N'hésitez pas en tout cas à partir à l'abordage des pouces bleus, des abonnements, de la cloche de notification, des anciennes vidéos si vous les avez pas vues, elles sont là pour ça, faites-vous plaisir. Sur ce, je rentre les voiles et je vous dis à la prochaine. Salut Internet.